On m'a demandé de rebondir sur donc ces ateliers et pour le trentenaire tout de même d'une association qui, de mon point de vue, a la nécessité d'exister. Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant lorsqu'il essaye d'exprimer le monde avec ceux qui l'entourent? Il est obligé de chercher dans ce que la langue a de plus fondamental les mots pour le dire. On sait qu'il cherche. Souvent, il s'irrite quand il ne les trouve pas. Il tape du pied. Il voudrait dire, mais ça ne vient pas. Or, il se trouve que pas mal d'études ont finalement montré qu'il y avait une hétérogénéité extrêmement élevée entre les enfants, entre ceux qui ont déjà très tôt beaucoup de mots pour dire le monde et ceux qui en ont beaucoup moins. Lorsque vous avez besoin de partager avec un autre, vous allez chercher parmi ces mots pour être ce que j'appelle moi au plus près de la pensée et non pas dans l'à peu près de la pensée. Beaucoup d'enfants n'ayant pas suffisamment les mots pour le dire, d'abord ne disent plus rien, se taisent, ou bien utilisent les mots à tout faire pour faire avec. C'est-à-dire qu'ils n'en ont que quelques-uns à disposition et ils vont faire avec. Tous ces mots deviennent extrêmement polysémiques et au bout du compte, ils finissent par dire toujours à peu près avec les mots dont ils disposent à peu près. Et ça, c'est très ennuyeux parce que plus tard, on leur demandera d'être capables de s'exprimer, on leur demandera d'être capables d'échanger avec l'autre. Et quand j'entendais Pascal Perrineau parler de « et il faut leur apprendre la politique », moi j'irais jusqu'à dire « et il faut leur apprendre la citoyenneté ». Et la citoyenneté, elle passe, comme tous citoyens de la cité, à être capable d'échanger avec les autres. Quelle que soit cette langue, vous la portez, et je pense que pour les enfants, vous restez des porteurs d'histoire, des porteurs de langue. En d'autres termes, avec un peu de chance, ils vous écoutent un peu plus que les autres. Ils sont à l'écoute de ce que vous allez leur dire parce que vous allez prendre le temps de leur dire. Vous allez choisir les mots pour ce faire. Et moi, je dirais que ce temps que vous leur accordez est aujourd'hui un temps précieux parce que ni vraiment l'école, ni vraiment les parents qui sont souvent à courir après le temps eux-mêmes n'ont forcément les moyens de le faire. Vous arrivez en somme comme ceux qui peuvent le faire, je dirais même qui doivent finalement le faire. Utilisez votre langue, allez y chercher toutes ces richesses. Ne vous restreignez jamais quand vous parlez aux plus petits, surtout ne lui parlez pas petit. Parlez-lui comme un grand, d'abord parce qu'il aspire à grandir et que vous lui montrez que tout est possible. Enfin, n'oubliez pas qu'il vous voit quand même comme des dinosaures, enfin. Pardon, mais il vous voit quand même comme des gens qui ont connu la préhistoire quand ils sont tout petits. Alors je ne vous demande pas que vous leur parliez nécessairement des dinosaures ou de la guerre, mais vous pouvez parler de cette époque où, car ils sont dans un monde qui évolue vite et ils ont besoin de cette stabilité que vous représentez, y compris pour la langue. Vous allez, de mon point de vue, les aider beaucoup de ce point de vue-là. D'une certaine façon, vous allez, et je l'espère bien, enrichir son vocabulaire. N'hésitez pas à enrichir le vocabulaire, en tout cas des plus jeunes. En gros, et pour aller vite, jusqu'à peu près 5 ans, c'est-à-dire l'entrée en élémentaire, 5-6 ans, l'entrée en élémentaire, CP, les élèves, les enfants, développent leur vocabulaire comme jamais. Comme jamais. Ce sont des éponges. Ce sont des éponges dont la capacité mémorielle n'est pas dépassée à cet âge-là. Si vous leur dites que quelque chose est beau, ils répéteront dans le temps « c'est beau ». Si vous leur dites que face à un tableau, c'est splendide, ou que vous avez le sentiment que quelque chose est magnifique, alors petit à petit, ils finiront par sentir qu'il y a une nuance entre splendide et magnifique, et peut-être qu'avec un peu de temps, adultes, ils distingueront ces deux adjectifs pour les choisir au mieux afin d'être au plus près de leur pensée. N'hésitez pas à aller vers un langage que j'appellerais alors, les linguistes sont plus ou moins d'accord avec ces termes, mais peu importe, disons soutenu. N'hésitez pas à aller chercher les mots qui peuvent préciser les choses au plus près. N'hésitez pas non plus, et je vais vous dire une chose surprenante, n'hésitez pas parfois à les interroger sur les mots dont vous avez l'impression qu'ils les connaissent et qu'ils les utilisent. Parlez-leur dans une langue que vous maîtrisez bien, la vôtre, et si vous en avez une maternelle, utilisez-la avec les enfants, car plus jeunes ils sont,
mieux ils vont comprendre qu'elle a des nuances par rapport à la langue de scolarisation en France, par exemple. Soyez bienveillants et rigoureux. On parle de langue maternelle. Alors, en cas de double langue, moi j'ai eu un fils qui a épousé une anglaise et un autre fils qui a épousé une japonaise. La langue maternelle domine-t-elle? En tout cas, chez les anglaises, chez mes petites filles franco-anglaises, c'est ce qu'on remarque. C'est-à-dire, au moment des études supérieures, elles foncent en Angleterre, elles lisent en anglais, elles pensent en anglais, mais elles ont vécu en France tout le temps. Elles sont remarquables en français aussi. Le problème n'est pas là, mais quelle est la langue qui domine? Alors, pour les petites japonaises, évidemment, en matière de langue, c'est surtout le français. Mais elles s'attachent à apprendre le japonais où elles sont, je n'ai pas les moyens de le vérifier, très bonnes aussi. Alors, je rassure les messieurs, la langue maternelle peut être aussi bien paternelle en vérité, c'est-à-dire la langue des parents. Lorsque vous avez deux parents de langue anglaise, on va dire que la langue maternelle naturelle de l'enfant, c'est celle dans laquelle il est né, celle de ses parents, celle dans laquelle éventuellement il se développe. Mais c'est aussi bien la langue des parents. Donc vous avez deux langues là en l'occurrence, que ce soit le français et l'anglais, ou le français et le japonais, dès lors que les deux parents parlent naturellement leur langue tout de suite, dès la naissance. L'enfant devient ainsi ce qu'on appelle bilingue équilibré. Les bilingues équilibrés, ce sont des enfants qui ont eu la chance de naître dans une famille où l'on parle plusieurs langues, ou dans un pays où naturellement on parle plusieurs langues. Enfin, je veux dire, vous allez au Sénégal, ils en ont 3 d'office, quelle que soit finalement la région dans laquelle ils vivent. Mais ces enfants-là vont donc développer les deux d'un coup, et quand on développe les deux d'un coup, il va falloir le temps de traitement, mais une fois que c'est fait, ça se situe quelque part dans le cerveau, et en fait, ils vont faire appel à l'une ou à l'autre de manière totalement naturelle. Et quand je dis totalement naturelle, ça veut dire qu'en discutant avec quelqu'un, ils vont utiliser l'une ou l'autre en fonction de ce que la langue exprime le mieux.